Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. On se retrouve aujourd'hui pour votre émission La Causerie, votre émission d'avant-match, pour laquelle on va revenir, donc on va attaquer cette 26e journée de Ligue 1, où Monaco affrontera donc Dijon au stade Louis II ce vendredi à 20h45. Et pour m'accompagner, je suis avec Boris. Salut Boris. Salut Adrien et salut au peuple rouge et blanc. On sent que l'optimisme est de rigueur rien qu'à ta présentation. Voilà, je suis en campagne. Donc vous connaissez un petit peu le programme, hein. On va tout d'abord revenir sur les notes qui ont été attribuées lors de la victoire écrasante de Monaco à Angers, pour ensuite parler un petit peu de l'historique, du groupe, parler également de l'adversaire. Alors malheureusement on n'aura pas d'invité à vous faire partager, donc on compte sur l'expertise de Boris et de sa connaissance de la région de la Côte d'Or, hein, bien sûr, autre chose que le les chocolat. Oui. Et puis ensemble on évoquera une potentielle 11, hein, vous commencez à être habitué, le 11 qui pourrait être aligné par Jardim. Donc Boris, on revient sur le match d'Angers, cette victoire 4-0. On va vous communiquer les notes qui ont été attribuées par les auditeurs et sans grande surprise, c'est Jovetic qui a été plébiscité puisqu'il requiert la note de 7,79. Pas une surprise, hein, Boris, étant donné qu'il est il est sur 2 buts, enfin il est auteur d'un doublé et puis il est même sur le premier but. Ouais, il est auteur d'un doublé, dont un très joli, donc voilà, ça se justifiait complètement. Il commence à prendre un petit peu ses marques et c'est bon, c'est bon. Moi, je faisais partie de ceux qui le réclamaient depuis un moment, donc je suis très content. Ouais, et tu l'as dit, il commence un petit peu à enchaîner. C'est tout bon pour nous, chose qu'il a jamais dû enchaîner plus de 3 matchs depuis qu'il est arrivé chez nous. Donc c'est très réjouissant. Ensuite, la deuxième plus haute note qui a été accordée, c'est Tielemans. On va enfin pouvoir dire que Tielemans a fait un bon match. On va pouvoir changer de match référence. À chaque fois, on retournait 6 mois en arrière pour parler du trophée des champions. Maintenant, on va pouvoir parler de Tielemans contre Angers. Ouais, bon alors moi je l'avais pas mis si haut que ça, mais c'est vrai qu'il est pas sur décisif. Il a fait un plutôt bon match, mais je l'avais plus dans le ventre mou, on va dire, dans mes notes. Ok. Moi, j'ai trouvé plutôt présent justement. Il s'est essayé à la frappe. Il a été bon. Pour moi, c'est justifié. 6,96. Et enfin, pour compléter le podium, c'est notre ami Fabinho, avec la note de 6,77. Sobre, classique, du Fabinho dans le texte. Ouais, du bon Fabinho qui enchaîne lui aussi. La moyenne du match est de 6,42. C'est la plus élevée depuis début janvier. Donc en même temps, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus collé une rouste, donc c'est normal. Ça fait du bien. La plus mauvaise note, même si on pourrait dire sur le 4-0 il n'y avait pas de mauvaise note à attribuer, c'est Seydoussi avec 5,60. Voilà, en même temps difficile de mettre en. Ouais, ce qui est encore une pas si mauvaise note effectivement. Non, bien sûr. Donc c'est pour ça, entre guillemets, il n'y a pas de mauvaise note quand il y a une victoire 4-0, c'est sûr. Et quand tout le collectif a su répondre présent, comme ce fut le cas. Et donc l'enseignement que l'on doit tirer de cette rencontre, c'est que Monaco retrouve cette seconde place tant convoitée, perdue au lendemain de la 21e journée et ce match nul 2-2 face à Nice. Donc ça faisait longtemps, ça faisait presque un mois, Boris, que on était derrière Marseille et Lyon. Ouais, un mois de janvier, vous l'avez débriefé au club Monégo le dernier, qui était un peu coup-ci coup-ça, si je puis dire. Et voilà, là l'horizon commence à se dégager. On a passé ce moment un peu compliqué. On était descendu du podium, mais on avait gardé le contact et on voit aujourd'hui que c'est bien parce que maintenant l'horizon se dégage pour nous. On a un calendrier plus favorable et on a rapidement repris le dessus surtout sur Lyon qu'on a mis à 5 points et l'OM à 1 point. Donc voilà, ça risque d'être serré jusqu'à la fin. Et il faudra enchaîner rapidement. Ouais, cette victoire contre Lyon qui est cruciale. Hein. Alors t'étais pas dans le club Monégo, mais on parlait de possibles tournants. Je sais pas si tu partages aussi cet avis. Bah moi j'avais pris ça avec méfiance parce que je trouvais qu'on nous avait déjà fait le coup contre 3. Et bon, on a gagné à Angers après Lyon, donc c'est pas non plus. Faudra voir peut-être on arrive à claquer une belle petite série.
on pourra peut-être regarder en arrière et voir que c'est né contre Lyon justement. Mais justement, une victoire aussi écrasante que celle que la semaine précédente contre Angers, où on a vraiment retrouvé un Monaco qui était capable de mettre des roues, c'était vraiment de maîtriser son sujet pendant 90 minutes et de gérer ensuite une fois que le boulot est fait. Je trouve que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle sérénité se dégager de cette équipe. Alors certes, on peut nuancer en disant que c'était Angers en face, mais bon, voilà, tu l'as dit, calendrier favorable. Là, on reçoit Dijon. Ça nous permet d'embrayer sur l'historique. On se souvient du début de saison, Boris. Là encore, victoire facile, 4-1 à l'aller avec un triplé de Falcao. Et je faisais le petit parallèle avec cette victoire contre Angers. C'est aussi un match où Monaco maîtrisait totalement son sujet de A à Z. Ouais, on avait fait un très bon mois d'août et ça s'inscrivait dedans. C'était une vraie belle performance à l'extérieur avec un triplé de Falcao et contre une équipe qui l'année d'avant nous avait posé pas mal de soucis à 2 reprises. Donc c'était, je sais plus, c'était quoi la 3-4e journée, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, voilà, et c'était vraiment encourageant à l'époque. On se souvient également donc l'année dernière, là, c'était la 33e journée de Ligue 1. C'était un match charnière, hein, puisque Paris jouait, je crois, un jour avant et était revenu à égalité de points. Et nous, on était entre la double confrontation européenne contre Dortmund. Alors certes, on s'en était bien tiré à l'aller, mais Jardim m'avait fait tourner quand même. Il n'y avait pas de Lemar, il y avait Falcao était sur le banc. Et on s'est retrouvé mené 1-0 à la pause. Boris, je sais pas si tu t'en souviens. Et puis il a je m'en souviens bien parce que pour petite anecdote personnelle, c'est le seul match que j'ai pu voir au Louis II l'an dernier. J'avais eu l'occasion de redescendre et du coup c'est un souvenir qui est assez fort dans ma tête parce que le match en plus c'est vraiment, il y a 2 matchs comme ça à domicile l'an dernier qui m'avaient marqué en fin de saison, c'était Toulouse et Dijon, des matchs assez compliqués, mal embarqués à la mi-temps, et c'est les matchs qu'on a su gagner et qui à mon avis ont envoyé le signal qu'on lâcherait pas et qu'on allait tenir la cadence jusqu'à la fin de saison. Et le doublé magique, absolument magique enfin pas le doublé du coup, ouais. mais les 2 coups francs magiques de Falcao quoi. Ouais, c'est vrai. La rentrée, il a dû tirer 3 ou 4 coups francs à Monaco et ce jour-là, je sais pas, il y a un état de grâce, il en a mis 2, il en a quasiment plus retiré depuis. J'ai pas beaucoup de souvenirs là-dessus. Oui, il en a plus recadré depuis, je pense, mais oui, Voilà, c'est déjà essayé un petit peu. Ouais. Tu l'as dit, 2 coups francs, donc Dirard avait repris ouais. la frappe de Falcao qui était venue rebondir sur le poteau puis sur le dos de René et donc Dirard s'était précipité pour pousser le ballon au fond. Et ensuite le deuxième coup franc à 10 minutes de la fin, Falcao qui change de côté et qui la place dans la lunette. Ouais. Magique. Victoire qui faisait du bien et qui annonçait un titre magique pour terminer cette saison. Ne pleure pas, ne pleure pas. On l'a bien compris, Dijon réussit plutôt bien à Falcao. Malheureusement, il sera pas de la partie, on va l'évoquer tout à l'heure lorsqu'il s'agira d'évoquer le point médical. On va parler un petit peu de Dijon si tu veux bien, Boris. Ouais, je suis chaud. Ouais, tu t'es un petit peu renseigné, t'as fait quelques fiches. Exactement. Dijon, on reçoit quand même la pire équipe du championnat à l'extérieur. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué aussi, ouais, avant Une seule victoire à l'extérieur, c'est à Metz. À Metz, ouais, c'est vraiment une équipe du ventre mou, ils sont 12e, mais avec une marge pour l'instant assez confortable vis-à-vis de la relégation. Mais alors, ils sont 4e à domicile, ils sont, je crois, même devant Lyon. Et ils sont derniers à l'extérieur, comme tu le dis. Bon, ils ont aussi un match en moins, mais voilà, c'est une équipe qui est pas beaucoup, qui a pris 5 points en dehors de ses bases. À noter qu'ils avaient quand même pris 1 point à Lyon en début de saison. Ouais. Voilà, ils en ont aussi pris, comme nous l'a bien rappelé Adrien Rabiot hier, ils en ont aussi pris 8 au Parc, assez récemment pour le coup. Donc, ça, c'est quand même des signaux plutôt positifs pour nous. Oui, c'est une équipe très fébrile à l'extérieur. Après, je trouve que c'est vrai, tu l'as dit, il faut louer aussi ce classement des équipes à domicile où ils se trouvent 4e. C'est une équipe joueuse tout de même, hein, avec un coach qui prône quand même de certaines valeurs. Je trouve que Dijon se débrouille bien. C'est vraiment une petite équipe à l'image aussi de Strasbourg. Je trouve qu'il produit encore plus de jeux que Strasbourg, mais qui s'en sort bien avec des bons joueurs. Et par exemple Slity, Tavares, Saïd. Wesley Saïd, effectivement. Kwon aussi, le Kwon, coréen. Qui est très bon. Et puis ils avaient également pris le petit Sheka de Lille, qui lui sera blessé sur ce match, au même titre que Jordan Marié.
Et un petit doute là autour de la titularisation de Samaritano, le Messi Le Valbuena du pauvre. le Valbuena, pardon. Merci de rétablir. Donc, voilà pour Dijon, hein, qui pointe à la 12e place avec 31 points. Et on l'a souligné, hein, beaucoup de problèmes lorsque cette équipe est en déplacement. Maintenant, on va passer au point médical. Et je sais pas si tu t'es entretenu avec le docteur Philippe Quens, Boris, mais on a des nouvelles qui ont filtré. Ouais, on a parlé de ma prostate notamment, mais tout va bien de ce côté-là. Ok, je suis rassuré. Non, ouais, alors les nouvelles, la nouvelle principale que j'ai notée, c'est le retour très très probable de Subasic. Jardim l'a aussi mentionné en conférence de presse. Donc c'est lui ça devrait être la fin de l'intérim pour Sedouci. Donc merci à lui, et on devrait retrouver Subasic. À côté de ça, a priori Falcao, Benaglio, Adama Traoré, ça sera pas pour ce week-end. Adama Traoré, quelle surprise. C'est vrai, c'est souvent les mêmes. Hein. Voilà, maintenant on n'a plus que Falcao, Benaglio et Traoré. Bon, c'est surtout embêtant pour Falcao, on va dire. Oui, si maintenant on devait se projeter sur la composition et toi sur le dispositif que tu vas mettre en place, je suppose que l'absence de Falcao t'oblige, on va dire, à persévérer dans le sens où Jardim aligne son 4-2-3-1 et que ça risque encore d'être le cas. Ouais, alors moi je suis persuadé que Jardim le remettra le 4-2-3-1. Moi j'ai toujours une petite préférence pour le 4-4-2, mais c'est vrai que bon, Falcao étant absent, ça se justifie un peu moins. Jovetic a prouvé qu'il peut aussi jouer seul en pointe. Maintenant, on a des garçons assez adaptables comme Diakabi, Baldé, qui peuvent très bien ou jouer sur un côté ou dans l'axe éventuellement. Donc c'est plus une question d'animation après. Et du coup, moi je te rejoins. Enfin, moi j'ai bien aimé ce milieu à 3. On parle de 4-2-3-1. Oui. Tu as raison dans les faits. Le fait que Moutinho, c'est-à-dire se retrouve en pointe haute et exerce le pressing, se retrouve en position de numéro 10. Mais c'est vrai que ce milieu à 3, Moutinho, Tielemans, Fabinho, on l'a pas souvent vu, hein, finalement, tous les trois réunis. Mais je trouve que ça marche bien. Moi, j'ai le souvenir du match au Vélodrome. On s'était retrouvé dans cette configuration et je trouvais que le milieu avait répondu présent et Fabinho avait été excellent d'ailleurs. Donc je me dis voilà, peut-être aligner les trois en même temps et ensemble, surtout dans ce milieu à 3, les conforte un peu plus et va les rendre meilleurs. Moi, je suis vraiment pas fan du Moutinho en 10 surtout, que je trouve un peu, qui travaille, mais qui du coup, je trouve, a peu d'impact sur. Il n'a pas l'impact que doit avoir un vrai meneur de jeu. Oui. C'est pas une critique sur le joueur en soi, parce que en 8, quand il joue dans le milieu à 2, je le trouve bon depuis le début de saison. Je le trouve bien au-dessus de Tielemans depuis le début de saison. Donc c'est pas forcément que je devrais le sortir du 11. Par contre, Moutinho en 10, moi c'est un truc qui m'a jamais trop plu. Voilà, il y a en plus un retour de Thomas Lemar. J'espère, si on persévère sur le 4-2-3-1, sera le joueur qui récupérera cette place à terme. Mais je pense que là, Moutinho sera encore aligné en 10. En fait, je pars de deux postulats. Tielemans, ça fait la conf de presse, donc il devrait être titulaire. Et Moutinho est titulaire de base chez Jardim. Donc voilà, c'est pas comme s'il y a un enchaînement de matchs et qu'on pouvait penser à du turnover. Il y aura pas, et je vois pas de raison de faire du turnover à ce niveau-là. Donc je pense que ce dispositif-là, ça va être reconduit. Ouais, et puis c'est vrai, je suis d'accord sur le rôle de numéro 10, on voit quelque chose de beaucoup plus chatoyant, c'est-à-dire un joueur un petit peu plus esthète, un vrai numéro 10, c'est pas plus la décisif fonction, surtout, je dirais en fait. Et c'est pas la fonction de Moutinho, on le sait très bien. Mais il se retrouve dans cette position juste pour exercer le pressing, mais on le voit très bien des fois aussi bas que Fabinho ou Tielemans. Je trouve que ça tourne un petit peu, fonction des actions. Mais à noter quand même que Moutinho sur le match contre Angers, il est presque dans tous les buts, si ce n'est le troisième. Mais on le retrouve quand même souvent dans le développement des actions. Et mais je te rejoins, hein. Moi le numéro 10, le poste de numéro 10, je veux qu'il soit occupé par Lemar, qui a fait son retour, hein, du coup à la compétition contre Angers et qu'on devrait retrouver vendredi soir contre Dijon. Alors du coup cette compo de ton côté, Boris, ça donnerait quoi? Du coup, Souba, sans surprise, devrait retrouver la cage. La défense, je vois pas de raison que ça bouge, à part s'il y a une vraie interrogation sur Sidibé. Il y avait rien dans le communiqué médical, mais c'est vrai qu'il était sorti sur
prématurément contre Angers. Et on sait que le garçon est quand même particulièrement fragile. Mais voilà, sinon pour moi Raji ça doit rester à gauche. C'est ce qu'on a vu de mieux cette saison à ce poste-là, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Le milieu, les trois, on en a déjà parlé. Jovetic en pointe, et du coup je pense que l'interrogation sera plus sur les côtés, où il y a pas mal de prétendants, que ça soit Lopez, que ça soit Lemar, que ça soit Baldé, que ça soit Diakabi. Je pense que Ghezal est déjà à un cran derrière ces quatre-là. Exact. Du coup voilà, 4 pour 2 places, pas évident. Il y a du choix, c'est tant mieux parce que ça n'a pas toujours été le cas cette saison, mais voilà, il y a quatre options pas inintéressantes. Et si tu devais trancher du coup? Bah, si c'était à moi de trancher, je prendrais Lemar, et je pense que je prendrais Baldé, même si je l'ai beaucoup critiqué cette saison, quand même un des joueurs les plus décisifs qu'on a. Voilà, même si voilà, j'ai un petit doute, je trouve quand même que Diakabi est vraiment intéressant cette année, depuis la reprise de janvier. Donc voilà, le doute il pourrait être là, mais Lemar à gauche, Baldé à droite, je trouve que c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Alors, on l'a dit, Baldé qui revient de suspension hein, après son carton, son expulsion face à Lyon. Il a purgé sa suspension, du coup il revient, mais t'as parlé d'un joueur, Diakabi, et c'est vrai que vu sa prestation contre Angers, j'ai envie de le remettre. On l'a vu un coup à gauche, un coup à droite, on sait que ça permute. Je pense que Jardim va installer Lemar titulaire, mais peut-être pas qu'il fera tout le match. Donc dans tous les cas, je pense que Diakabi, on pourrait le retrouver soit en tant que remplaçant, soit en tant que titulaire. Moi je partirais bien sur Lemar Diakabi et je laisserais Keita sur le banc, même si tu l'as dit en termes de stats c'est un des joueurs les plus prolifiques chez nous. Moi je le ferais bien entrer, je donnerais en fait du crédit un petit peu à Diakabi qui a vraiment fait une très belle prestation. Il a fait que 60 minutes hein, certes, mais voilà, de toute façon on va pas lui en demander plus. Mais il revenait de blessure lui aussi en plus. Oui, donc il y a moins qu'il y ait du turnover aussi dans le match. Il y a on se doute bien hein, au niveau des remplaçants, ce sera sur les côtés parce que tu l'as dit. Il y a beaucoup de choix à ce poste-là et on va même oublier le Bosquilia voilà, pour faire plaisir voilà. à Damien. Et même, ouais, pourquoi pas Mboula tant qu'on y est. Ah non, on sait pas, hein, sorti blessé contre Molde hein, ah oui, ça. En Youth League. Un petit mot juste sur Jardim, du coup, la petite anecdote du match, qui va rejoindre Didier Deschamps sur le podium des entraîneurs ayant dirigé l'AS Monaco le plus de fois. Donc ça sera le 208e match de Jardim sur le banc. Il égale Didier Deschamps, et sachant que les deux premiers sont Arsène Wenger à 349 et Lucien Leduc à 345. Donc les deux là vont être quand même être assez chauds à aller chercher hein, parce que c'est quasiment 3 saisons pleines hein, pour aller les chercher. Donc voilà, il va passer Deschamps du coup le week-end prochain, et il devrait rester troisième un bon moment, je pense. C'est déjà très bien je pense qu'il se retrouve sur le podium. C'est une grosse perf, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de la voir pour un club Moulégou. Ouais, pourquoi pas. Léo, si tu nous écoutes. Et j'ai une info tout aussi importante aussi à vous faire part. L'arbitre de cette rencontre, ce sera Johan Hamel. D'accord. Effectivement, ça fallait pas passer à côté. C'est important que vous le sachiez. Bah écoute Boris, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie en tout cas pour ta présence et ton expertise. C'était un plaisir. N'oubliez pas donc le match de vendredi soir à 20h45 sur les antennes de Canal Plus Sport. D'ici là, on vous souhaite une bonne journée et un bon match. Et puis à très vite du coup pour le débrief d'Agué Moulégou. Et bisous.